Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présents, c'est bien les intervenants et intervenantes et participantes et participants. Euh, on a à peu près une heure et quart avec des échanges à la fin, questions-réponses. Donc, si vous voulez bien de garder soit vos réponses, soit de me les écrire dans le chat, dans le petit onglet questions-réponses, et on aura un temps d'échange dédié à ça à la fin. Si ça vous va, on fait toutes les interventions et voilà. C'est tout bon, Madame Delorin, si vous voulez commencer. Écoutez, merci de me laisser inaugurer cette conférence confinée. C'est une première, une première de ce genre pour un 1er décembre. Peut-être d'un point de vue technique, j'ai peur que s'il y a d'autres micros activés, que le son soit moins bon. Donc, je sais que les spectateurs ne sont pas responsables, mais si l'ensemble des conférenciers peuvent désactiver leur micro pour être sûr que le son soit correct pour les personnes qui nous entendent. Bien, dans tous les cas, je souhaite remercier tous les partenaires associatifs qui sont présents ce soir pour dire combien il est important de maintenir ce message de lutte contre le sida auprès de la population et notamment auprès des jeunes. Petit rappel de statistiques, dans le monde, en 2019, donc, il y avait 38 millions de personnes qui vivaient avec le VIH et seuls 21,7 millions bénéficient d'un traitement. Il y a 690 000 personnes sont décédées de maladies liées au sida et 770 000 en 2018. Donc, on a bien une baisse. L'ONU-SIDA estime que les décès liés au sida ont été réduits de plus de 60% depuis le pic de 2004 et de 39% depuis 2010. Donc, en 2019, les nouvelles infections à VIH ont diminué d'environ 23% et passent de 2,1 millions en 2010 à 1,7 million en 2019. Donc, ces chiffres sont très encourageants, mais si on les rapporte à la France, ça nous oblige à maintenir la vigilance puisque en France, malgré l'accès au traitement facilité, on estime environ 190 000 le nombre de personnes vivant avec le VIH contre 153 000 en 2018. Pour ça, la ville de Lyon souhaite maintenir ses engagements et que je vais rappeler qui sont au nombre de 3 principaux. Le premier engagement, c'est celui qui a été pris le 1er décembre 2016, celui de permettre à la ville de Lyon d'avoir le label Ville engagée contre le sida par l'association Élus locaux contre le sida dans le cadre de son action nationale. Cette distinction, elle renforce et elle souligne l'important travail qui a été entrepris par les associations et les partenaires en matière de prévention, de dépistage et d'accompagnement des personnes concernées par le VIH. J'ai demandé récemment le renouvellement de ce label. Deuxième engagement fort, la signature par la ville de Lyon en octobre 2019 de la Déclaration de Paris. C'est un engagement ambitieux en matière de dépistage et de traitement. La ville de Lyon a ainsi rejoint 80 villes dans le monde engagées à mettre fin à l'épidémie de sida, donc en respectant les objectifs 90-90-90 d'ici 2020. Donc, je les rappelle, c'est 90% des personnes séropositives qui connaissent leur statut sérologique, 90% qui connaissent leur séropositivité reçoivent des traitements antirétroviraux et 90% des personnes qui sont sous traitement antirétroviraux et qui ont une charge virale indétectable. Désormais, ces engagements marquent une accélération pour atteindre en 2030 les objectifs de 95-95-95, afin de réduire les nouvelles infections chez les adultes à 200 000 par an contre actuellement 500 000 au niveau mondial. Nous nous engageons donc la ville de Lyon pour ces nouveaux objectifs de 2030. Enfin, troisièmement, comme chaque année, la ville de Lyon lance un appel à projet concernant la lutte contre le sida. En 2020, 9 associations ont donc été subventionnées par la ville de Lyon. On marque à travers ça, comme tous les ans, un soutien auprès des associations dans le cadre de la journée du 1er décembre ou du site d'action. Cette année est un peu particulière, elle a été marquée par la crise sanitaire, mais nous avons souhaité malgré tout participer à un 1er décembre confiné, certes. Il me semblait important de mettre en lumière les initiatives locales et de permettre un temps de présentation et d'échange. J'espère et je pense, j'en suis certaine, que ce webinaire y contribuera.
Vous avez peut-être par ailleurs vu que la ville de Lyon lançait un conseil consultatif lyonnais Covid pour améliorer la démocratie sanitaire dans la gestion de la crise sanitaire. Sachez d'ores et déjà qu'il y aura des représentants des acteurs locaux et notamment sur le volet de la santé. J'espère que les acteurs du SIDA souhaiteront y participer car leur enseignement sera riche pour également traiter et résoudre les autres crises sanitaires qu'on a à vivre aujourd'hui et celles qu'on aura à vivre, je le crains, à l'avenir. Alors que le virus progresse toujours, la ville de Lyon intensifie donc son soutien pour le dépistage en direction des personnes les plus précaires, mais aussi l'information et la prévention auprès des personnes les plus vulnérables et l'accompagnement psychosocial des malades et de leurs familles. Je voulais aussi préciser l'engagement qu'a eu la ville de Lyon pour aider certains acteurs du territoire à réaliser ces dépistages dans la période un peu particulière et qu'on souhaite, pourquoi pas, approfondir, voire développer si ça s'avère nécessaire et pertinent aux yeux de chacun d'entre vous. Voilà, je vous remercie et écoutez, je suis très heureuse de participer à ces échanges et ces débats. Ok, donc du coup, moi, ce que je vais essayer de vous apporter, c'est quelques éléments sur ce qui se passe sur le Corévi Lyon-Vallée du Rhône, puisqu'on dispose de chiffres. On sait notamment, donc, on connaît le nombre de personnes séropositives qui sont suivies sur le Corévi Lyon de la Vallée du Rhône, qui comporte donc la région de Lyon, mais aussi un petit peu Villefranche, un peu la Valence, etc. Enfin, c'est toute la vallée du Rhône. Je ne sais pas, on n'a pas reparlé du Corévi au tout départ, mais je pense que les gens sont un petit peu au courant. Okay. Donc, sur cette population, on a forcément une augmentation du nombre de séropositifs, mais ce qui est remarquable, c'est que le nombre de personnes nouvellement diagnostiquées est en baisse de 34%. Et ça, donc, ce sont des faits réels et qu'on pense attribuer à la fois à une meilleure prévention, c'est-à-dire que les personnes se protègent mieux, il y a moins de contamination. On aurait pu s'attendre à plus de contamination, notamment si on n'avait pas eu la PrEP et autres choses. Donc, on a une diminution notamment des contaminations des hommes, puisqu'on passe d'un chiffre de 75% à 65% et corrélativement une augmentation du nombre de femmes contaminées qui passe de 25% à 35%. Ça, ce sont les premiers chiffres pour donner un petit peu le tableau. Après, évidemment, les HSH représentent toujours quand même une grosse partie des nouvelles contaminations, mais ce qu'on voit surtout, c'est que maintenant, ce sont aussi les hétérosexuels qui commencent à prendre qui prennent un petit peu de place. Et puis, qu'est-ce que je voulais rajouter, que la part notamment des hommes de 40 à 50 ans commence à occuper, commence aussi à être importante. Voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est que les jeunes, manifestement, se contaminent moins, les vieux un petit peu plus. Ça, grâce à la mise en place des mesures de prévention, d'un meilleur dépistage qui se fait soit dans les Cégides, soit dans les laboratoires, dans les labos de ville, soit éventuellement dans les associations. Qu'est-ce que je peux rajouter? Vous avez peut-être des questions? Enfin, Raphaël. Peut-être après, de tranches d'âge. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les hommes d'origine française restent majoritaires, mais c'est quand même, je vois qu'il y a Albertine, c'est quand même l'Afrique subsaharienne qui commence à prendre un petit peu la place. Donc, c'est les hommes hétérosexuels et les femmes hétérosexuelles d'Afrique subsaharienne, parce que je pense que, alors déjà peut-être que le diagnostic est mieux fait. Ceci étant, ce qu'on voit aussi, c'est que le pourcentage, on voit aussi une augmentation
de personnes trop tardivement diagnostiquées. C'est-à-dire qu'on avait 20% face à 25%. On a une augmentation des personnes diagnostiquées trop tardivement. Tu peux rappeler les chiffres, s'il te plaît? Par rapport aux femmes en général. Eh ben, je t'ai dit, les femmes, je te disais que ça augmentait de 25% à 35%. Elles prennent un peu la place. Et donc, les femmes passent toujours derrière les HSH ou bien elles passent derrière. devant? Bah oui, elles sont moins nombreuses. Et là, tu parles de femmes toutes origines confondues ou des femmes subsahariennes, d'origine subsaharienne? Je parlais au départ de toutes les femmes origines confondues. Après, on peut effectivement aller voir dans les femmes, mais en majorité, elles sont d'origine subsaharienne. Dans les mesures de prévention, ce qui marche beaucoup, c'est à la fois la PrEP et le traitement post-exposition. Et ce que je peux dire, c'est que la PrEP, elle a explosé, entre guillemets, puisqu'on est passé de 2016 à 2019 de 300 personnes qui prenaient la PrEP, donc ça c'est le traitement pré-exposition. Alors, il faut peut-être que je vous rappelle ce que c'est, et c'est passé de 300 personnes à 1500 personnes sur la région. Donc, c'est des personnes qui prennent un traitement antirétroviral avant d'avoir des relations sexuelles, soit ils le prennent tous les jours, soit ils le prennent de façon discontinue, et ça permet d'éviter la contamination par le VIH. En revanche, ce qu'on voit et ce qui est corrélatif, c'est l'augmentation des MST, c'est-à-dire que toutes les autres IST, telles que la syphilis, les gonocoques et les chlamydiés, explosent entre guillemets. Et du coup, finalement, c'est un petit peu le défaut de cette prévention. Voilà. Par ailleurs, il y a aussi un plus grand recours au traitement post-exposition. Donc ça, c'est quand on a eu un doute avec une personne et finalement, les gens sont mieux accueillis à l'hôpital, sont mieux accueillis dans les cabinets. Alors, il y a toujours le problème de prescription de la PrEP qui reste hospitalière. Et avec le Covid, on a eu beaucoup d'occasions manquées. Notamment, on a eu plusieurs jeunes qui ont été dépistés séropositifs parce qu'ils n'avaient pas eu l'accès à la PrEP. Et donc là, il y a le Conseil d'État qui est saisi du problème pour savoir si finalement la PrEP peut être mise en ville ou pas, puisqu'il y a quand même des freins hospitaliers aujourd'hui encore. Merci. Il y a une question et je pense que c'est bien de la poser maintenant. On me demande si la diminution des personnes diagnostiquées de 34%, si le chiffre et ce ratio est fait entre 2018 et 2019. Il est fait entre 2016 et 2019. Et on voit aussi beaucoup ont abandonné la PrEP pendant le Covid. Donc ça, c'est ce que vous disiez. Donc ça, c'est un petit peu vrai. Néanmoins, quand même, les médecins en ville l'ont quand même renouvelé, mais c'est vrai que l'accès à l'hôpital a été un petit peu perturbé et que beaucoup de personnes, notamment les premiers prêteurs, étaient forcément pris en charge à l'hôpital. Les suivants sont pris quand même en relais, ville-hôpital, et donc c'est quand même plus facile. Je pense qu'effectivement, l'hôpital a trop fermé ses portes. Enfin, moi, c'est quand même mon impression. On enchaîne avec indétectable intransmissible. Et dans ce cas-là, je peux... Donc, c'est dans la même ligne, c'est-à-dire que on s'est rendu compte il y a très très longtemps, dès 2008, il y avait une équipe suisse du professeur Richel qui avait démontré que quand une personne était séropositive et avait des relations sexuelles avec une autre personne non séronégative, il n'y avait pas de transmission. Donc ça, c'était en 2018, mais il a fallu attendre une dizaine d'années. 2008. Oui, en 2008. 2008. Il a fallu attendre 2018, une dizaine d'années, pour qu'on finisse par se saisir de ce concept que beaucoup de patients avaient finalement compris, parce que finalement, au départ, on avait des couples hétérosexuels qui voulaient faire des enfants et qu'on aidait.
Et on s'est bien rendu compte que parfois, ils faisaient les enfants tout seuls. Donc, sans notre avis, sans aide. Finalement, il fallait, au départ, je vous le rappelle, quand l'homme était séropositif, il fallait aller à l'hôpital. On lavait le sperme, entre guillemets, avec des techniques, double techniques, et pour inséminer la partenaire. Donc ça, c'était dans le cadre, ça c'était pour éviter une contamination de la femme. Et puis finalement, on s'est rendu compte que les patients avaient des relations avec des séropositifs traités, ils n'étaient pas contaminés. Donc à force de recherche et d'essais aussi, on a utilisé des chimpanzés contaminés pour savoir si il y avait une contamination entre ces animaux. Et du coup, aujourd'hui, il y a eu une campagne où on a, dans le métro d'ailleurs, à l'initiative du Corévi, mis des affiches montrant que quelqu'un qui était traité avec une charge virale indétectable depuis plus de 6 mois n'était pas contaminé. Et donc ça, on le dit, on le répète maintenant depuis quelques mois. Donc, ça permet quoi? Eh ben, ça permet quand même d'analyser un peu plus, de moins rejeter les séropositifs qui se sentent quand même toujours discriminés pour certains, pas tous, hein, loin de là. Mais c'est vrai que, notamment, je pense que beaucoup de femmes, et je vois Albertine en face de moi, parfois des femmes d'origine subsaharienne ont beaucoup de mal avec la séropositivité, à l'annoncer ou à le dire. Hein, c'est quelque chose qui reste trop caché. Je pense que c'est compliqué parce que c'est un secret qui pèse. Après, ça fait des mariages ratés, des choses un petit peu difficiles. Bien sûr. C'est pas que, mais je crois que c'est commun à toutes les femmes en fait. Hein. C'est pas que les femmes africaines, mais c'est encore plus compliqué chez les femmes africaines justement, parce que déjà, c'est souvent les premières à être dépistées lors d'une grossesse ou bien lors des examens gynécologiques. Et comment l'annoncer enfin, au partenaire, comment l'annoncer au conjoint. Donc, c'est toute une histoire, c'est vraiment très compliqué. On a vu des femmes qui ont subi des violences, enfin, du fait que ce soit elles qui étaient dépistées les premières. Alors, ce qui est un peu pas normal, entre guillemets, c'est que les femmes pensent que c'est certainement elles qui sont les premières à être contaminées. Donc, du coup, elles ont peur. Alors que souvent, c'est souvent les hommes qui les contaminent, en fait. Mais il y a cette peur qui fait que, justement, elles ont peur et ça se passe très, très mal dans les familles. Et être femme et puis être séropositive, ça veut dire aussi que, voilà, c'est une femme qui a eu une mauvaise vie, tout simplement. Donc, il y a la discrimination, il y a la stigmatisation dans les communautés africaines qui font que, justement, c'est très compliqué pour les femmes. Hein. Donc, du coup, les femmes s'isolent quand elles sont dépistées, quand elles sont séropositives. Donc, tu as raison, c'est très compliqué pour les femmes. Et en parler dans le couple, c'est aussi très compliqué. Donc, bon, on verra avec l'arrivée des... Est-ce qu'il faut que j'embraye sur le I égale I ou bien j'attends? Je ne sais pas. Vas-y, Albertine. Bon, d'accord. D'abord, je reviens sur d'où je parle. Je suis coordinatrice d'Aticénie, donc je suis actuellement au sein d'Aticénie avec un petit comité autour de moi. Mais tout le monde est masqué, hein, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a que moi qui ai enlevé le masque pour pouvoir parler. Donc, c'est une association, en fait, dite communautaire qui fait de la prévention du VIH, des hépatites et puis autres maladies chroniques, comme le diabète, la tuberculose, qui touchent beaucoup les migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Nous sommes spécialisés dans la médiation en santé, voire la médiation sociale et culturelle entre les professionnels de santé et les migrants vivant avec ces maladies graves. Et donc, nous travaillons en partenariat avec toutes les associations de lutte contre le sida, parce que nous, on ne fait que la médiation, donc on travaille principalement avec l'ALS, aide pour la prévention, et puis BASIAD pour tout ce qui est appartement de coordination thérapeutique. Alors, pourquoi il faut quelque chose de spécifique pour les femmes africaines? On part du fait qu'il y a pas mal de spécificités, en fait, chez les femmes africaines. Donc, il y a déjà le tabou autour de la maladie. Une femme, elle est faite pour donner des vies, je dis entre guillemets, hein, donner des vies.
Mais malheureusement, quand on la dépiste, ben, voilà, c'est la mort qui est annoncée. Et c'est très compliqué, malheureusement. Et donc, au niveau des relations hommes-femmes, c'est une relation d'inégalité, en fait, hein. Et donc, il y a toujours la domination masculine sur les femmes, d'où enfin, la difficulté des femmes à négocier justement les moyens, les outils de prévention. Et le fait qu'elles ne puissent pas en parler, parce qu'en parler, c'est la honte. Le VIH, c'est une maladie de la honte, en fait, hein. Et donc, les femmes n'ont pas justement à le dire. Et du coup, elles s'isolent ou bien elles s'auto-excluent même de la société, d'elles-mêmes, parce que, voilà, dans le groupe, dans la communauté, on dit, voilà, s'il y a le VIH, c'est qu'elle s'est prostituée, c'est qu'elle a eu une mauvaise vie. Et donc, il y a vraiment des noms très dépréciatifs, en fait, qu'on donne aux femmes africaines. Donc, c'est très compliqué. On ne peut pas non plus oublier les années noires du sida, en fait, hein, avant de parler de I égale à I. Il ne faut pas oublier ces années noires où, justement, les femmes n'ont pas le droit presque, hein, de mettre en route une grossesse. Si on voit que, justement, le taux de ces cas sont très, très, très bas, et justement, on lui empêchait même de mettre en route une grossesse. Et puis, même dans le couple, même les couples séroconcordants, il faut utiliser le préservatif parce que, justement, il faut, pour éviter la surcontamination, hein, selon le dire des médecins. Donc, ça a été très, très compliqué. Les femmes qui sont séparées, voilà, parce qu'elles ont été violentées suite à l'annonce. Donc, ça a été très, très compliqué pour les femmes. Et donc, aujourd'hui, les choses ont très bien évolué, même si ce n'est pas encore, voilà, c'est pas encore la guérison. Il faut dire que les choses ont beaucoup, beaucoup évolué. Et si on parle de I égale à I, il faut dire qu'en 2008, quand la recommandation du professeur Hirschel était mise en lumière, on va dire ça, ça a été presque un pavé dans la mare, en fait, parce que même dans l'association, on se dit, oulala, si on dit ça dans la communauté, si on dit ça à tout le monde, ben, tout le monde va dire, ça y est, ils ont trouvé un traitement, donc il faut y aller sans préservatif, tout ça. Mais c'est vrai que les scientifiques ont bien montré enfin, les recherches ont montré que c'est efficace, donc c'est très bien. Et donc, du coup, pour les femmes, enfin, j'ai un peu interrogé les femmes qui disent que vraiment, ça change la vie. I égale I, ça change la vie. Mais avant de parler des témoins des femmes, j'aimerais quand même revenir sur les termes. Parce que quand vous dites I égale I, moi, j'ai posé la question à tout le monde autour de moi. Personne ne sait ce que c'est que I égale à I. C'est quand on explique, quand on commence à expliquer que les gens, ah, mais oui, 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 voilà. Quand tu prends bien ton traitement, eh bien, tu ne transmets plus. Et c'est vrai qu'au niveau, justement, des codes langagiers, on doit déconstruire tout ce qui est scientifique. C'est vrai que les scientifiques parlent de leurs termes, c'est normal. Mais au niveau des associatifs, on doit vulgariser ces termes pour qu'ils soient vraiment compris par tout le monde. Donc, ça, c'est vraiment une petite parenthèse que je voulais faire par rapport à ça. Et donc, I égale à I, c'est vraiment une opportunité pour les femmes de pouvoir mettre des projets de grossesse en route. Avant, justement, les enfants certains enfants sont contaminés parce que les traitements n'étaient pas efficaces. Aujourd'hui, les jeunes femmes, quand elles sont dépistées positives, eh bien, c'est vrai qu'au début, bon, elles pleurent, disent, ça veut dire que je ne ferai plus d'enfants. Eh bien, on dit non, tu peux faire des enfants, et même en bonne santé, si tu prends bien ton traitement. Donc, ça, c'est aussi une avancée qui n'est pas négligeable parce que pour les femmes africaines, mettre au monde un enfant, c'est vraiment important. Vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas une existence sociale, en fait. Donc, c'est une belle opportunité. Dans les groupes de parole, en fait, il y a deux groupes. Les femmes qui ont voilà, plus de 50 ans, c'est vrai que par rapport, par exemple, aux préservatifs, par exemple, elles disent, mais elles n'osent pas du tout avoir une relation non protégée, juste parce qu'elles ont toujours cette peur d'avant, voilà, qui fait que, dis, oulala, j'ai pas envie de lui transmettre tout ça, je préfère voilà, toujours porter. Et au niveau de la disabilité, en fait, au niveau de l'annonce dans le couple, effectivement, on avait beaucoup travaillé avec les femmes sur comment annoncer à son partenaire. Et quand les traitements sont maintenant très efficaces, sont devenus efficaces, eh bien, on a vu qu'il y a certaines femmes qui disent, mais ça sert à quoi de le dire, puisque je ne le contamine plus, donc je ne le dis plus.
Donc, il y a aussi ça aussi, le fait que les traitements marchent, ça fait que des fois dans les couples, là, bon, les gens préfèrent ne pas le dire. Pourquoi les femmes ne le disent toujours pas? Parce que justement, il y a toujours ce jugement. Il y a toujours la peur d'être stigmatisées. Parce que d'emblée, voilà, c'est les femmes qui amènent. Donc, du coup, les femmes ont peur d'en parler. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire pour justement que les femmes puissent avoir justement une sexualité aussi épanouie. Voilà. Autre chose, I égale I, c'est très bien, mais au niveau social, tant qu'il y aura justement des obstacles au niveau administratif, au niveau culturel, au niveau économique, quand les femmes seront encore obligées justement de subir justement en fait, des violences, effectivement, tant que les femmes sont obligées d'être à la rue, les femmes n'ont pas justement un minimum en fait hein, pour vivre, ça va impacter négativement justement cette avancée, puisque quand les gens ne sont pas hébergés, n'ont rien à manger, eh bien, ils ne vont pas prendre leur traitement et donc ça va impacter l'observance. Et quand voilà, les femmes n'observent pas, bien, malheureusement, il peut encore avoir justement des transmissions. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, hein, c'est que c'est très bien au niveau médical, tout se passe bien. Bon, même si ce n'est pas encore 100%, il y a encore quelques effets secondaires. Et même ce qui est très bien, c'est que, bon, j'ai dit ça avec une femme tout à l'heure, que pour elle, elle a même oublié le VIH, en fait. Elle a oublié le VIH depuis qu'il y a ce traitement. Pour elle, ce qui lui fait plus peur, c'est son diabète et son hypertension. Donc, ça veut dire que ça marche super bien au niveau médical. Par contre, au niveau social, au niveau psychologique, il y a encore des choses à travailler. Donc, moi, j'ai dit, hein, nous devons continuer à travailler ensemble, des médecins, des pharmaciens, les associatifs, pour pouvoir justement avancer. Et puis, au niveau du cours et vie, je pense qu'il faudrait qu'on fasse des affiches spécifiques femmes, femmes en général, et puis femmes aussi migrantes en particulier, pour que ce soit vraiment bien compris, parce que malheureusement, les termes trop techniques ne sont pas du tout entendus dans les communautés. Voilà, en gros, ce que je peux dire, mais en tout cas, moi, c'est dommage qu'on ne se voit pas tous. Hein. Moi, j'aimerais bien. Cette histoire-là, ça m'énerve, de Covid, là, ça m'énerve parce que j'ai envie de voir tout le monde. Et là, on est là derrière les écrans. Donc, c'est dommage. Hein. Mais là, c'est encore notre combat, en fait, hein, le Covid. Donc, j'espère qu'on se verra bientôt et qu'ensemble, nous vaincrons. À bientôt. Je me permets, juste, Pierre Kirello, je me permets de reprendre la ligne 2 secondes, Albertine, parce qu'il y avait une question. Je ne sais pas si on y a répondu, parce que je crois que j'ai mal vu comment était activé mon son. Il y a une augmentation du nombre de femmes dépistées. Effectivement, proportionnellement, il y a plus de femmes que d'hommes, parce que notamment, il y a plus de femmes d'origine subsaharienne, d'âge 40 à 49 ans, qui ont été dépistées, et notamment à un stade tardif. C'est-à-dire que d'habitude, on diagnostique à un stade tardif 25% de la population, et bien là, elles leur correspondent à 40% d'une population. C'est-à-dire que c'est énorme. C'est-à-dire que énorme. Ah oui, ce sont des femmes qui ne se rendent pas compte qu'elles ont une maladie depuis bien longtemps déjà. Voilà, je voulais juste rajouter, parce que je crois que la question avait été posée, je crois que je n'y avais pas répondu. Ouais. Je coupe le son. Merci Pierre, merci Albertine. Merci Claire de nous avoir rejoints entre-temps. Donc, je vais donner la parole à Valérie Bourdin, directrice de l'association de lutte contre le sida et pour la santé sexuelle. Voilà. Merci Raphaël, bonsoir à tout le monde. Peut-être juste je voudrais apporter quelques précisions sur tout ce qui a été dit. Je pense que c'est bien de rappeler, donc on a cité les 90, 90, 90, hein, les objectifs ONU-SIDA. Ça serait bien de rappeler le thème de cette année, le thème choisi par l'ONU-SIDA qui est solidarité mondiale et responsabilité partagée. Je pense que c'est important de rappeler
ce thème parce qu'il est issu d'un constat qui a été fait, entre autres que bon, c'est vrai que la pandémie Covid, on en parle beaucoup et puis du coup, elle a un petit peu monopolisé l'attention en France, mais pas que, partout dans le monde. Pour autant, elle a vraiment été révélatrice d'inégalités. Et c'est un peu ce constat qui fait aussi que l'Aube du Sida a choisi ce thème dans le sens où la lutte contre le sida, aussi bien elle est beaucoup faite par les communautés, par les associations, hein, comme l'ALS, comme Datiseni et toutes les autres qui travaillent en France et entre autres à Lyon. Pour autant, cet engagement-là, eh bien, il doit aussi être tenu par les gouvernements, par les donateurs, les leaders communautaires, confessionnels aussi, la société civile, etc. C'est-à-dire que, en fait, tout le monde a sa pierre à poser dans le sens où on peut tous individuellement être détenteurs aussi du message. Voilà, donc je voulais rappeler ce petit thème. Il me semble que quelqu'un posait la question, qu'est-ce que veut dire I égale I les lettres? Je ne sais pas si on a précisé ce que ça voulait dire exactement. Donc I comme indétectable égale I comme intransmissible. Hein, voilà, ça veut dire on ne détecte pas le virus dans le sang, donc on ne transmet pas le virus. Donc ça, c'est grâce au traitement. Et donc, c'est aussi ça qui est important à relever, c'est que plus il y aura de gens sous traitement, d'où l'importance du 90, l'objectif de 90% des personnes testées mises sous traitement et le 95 prochain, plus il y aura de monde sous traitement et finalement moins le virus circulera. Voilà, donc ça me semblait important. Je voulais aussi préciser que la baisse des contaminations, alors la baisse ou la hausse, tout dépend de ce qu'on regarde en fait. Alors bien évidemment, dépistage dans les CJ, etc., mais aussi les associations, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui font du dépistage et qui en font même plusieurs milliers par an. En tout cas, c'est le cas pour l'ALH. Je n'ai pas les chiffres de toutes les associations qui font du dépistage sur Lyon, mais on a fait plus de 3000 tests cette année en 2020 malgré Covid. Donc, je pense que c'est important aussi de souligner la participation des associations qui ont l'agrément dans cette course, entre guillemets, au dépistage. En tout cas, cet enjeu majeur du dépistage. Albertine, en parlant de ton association, tu disais travailler avec un certain nombre d'associations et c'est la force de la lutte contre le sida. Effectivement, c'est ce grand travail en réseau. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on dit tous, hein, c'est qu'effectivement, c'est cette aussi collaboration, cette solidarité-là et c'est ce tissu parmi l'ensemble des acteurs et d'ailleurs qu'on retrouve au sein du Corévi, hein, qui aussi permet ce travail de fourmi au quotidien, parce que c'est vraiment un travail de fourmi au quotidien, et je pense que toutes les associations seront d'accord avec moi. Donc, vous parliez de la PrEP. Alors, la PrEP, oui, ça permet d'évoquer la PrEP, ça permet aussi de rappeler ce concept important de prévention combinée, c'est-à-dire que le discours tout préservatif, ça fait bien longtemps qu'on l'a abandonné et qu'effectivement, la PrEP fait partie d'un panel très vaste d'outils disponibles pour lutter contre cette épidémie. Bon, la PrEP en fait partie, bien évidemment, mais le traitement aussi, hein, puisqu'on disait qu'une personne sous traitement devient indétectable et donc intransmissible. Le TPE, hein, comme tu l'as rappelé aussi, Pierre, effectivement, les préservatifs, bien entendu, le dépistage. Voilà, donc tous ces outils contribuent et participent à leur façon à réduire ces contaminations. Sur les TROD que nous avons fait, alors les TROD, je ne sais pas si on a donné la signification pour les gens qui seraient avec nous et qui ne connaisseraient pas forcément ce terme. Rappelez TROD, donc ces tests rapides d'orientation diagnostique. En fait, c'est un outil qui existe depuis quelques années maintenant, mais qui permet à des non-médicaux donc de faire des tests. Donc, il suffit d'avoir un agrément et d'avoir été formé pour connaître
pour bien connaître son utilisation. Et c'est vrai que ces TROD donc, permettent à des associations comme la nôtre, hein, comme Datiseni maintenant, de On en a faire fait 2 aujourd'hui. Magnifique. Et c'est vrai que depuis que ces TROD sont réalisés, eh bien, on voit aussi justement que ça permet de dépister aussi un certain nombre de personnes. Enfin, je sais que pour nous, on a à peu près on a eu déjà depuis le début de l'année, je crois qu'on en est à 11 ou 12 tests positifs VIH et 8 ou 9 tests VHC. Donc, les associations, on arrive à bien cibler en fait. Hein. On arrive à trouver les lieux où trouver, pour bien cibler les personnes qui ne connaissent pas leur séropositivité. Et pour ce qui nous concerne, on intervient beaucoup dans les cadavres. Donc, on dépiste beaucoup de personnes d'origine étrangère, mais pas qu'africaines, beaucoup, mais pas qu'africaines et beaucoup de femmes d'ailleurs. Donc, ce qui explique aussi en partie un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce que je voulais rappeler d'autre? Je crois que j'ai un petit peu fait le tour. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, comme toute l'année, mais plus particulièrement en ce moment, donc il y a pas mal d'actions de dépistage. Je ne les ai pas toutes en tête, mais je crois que la ville de Lyon a mis à disposition un certain nombre de salles dans quasiment tous les arrondissements, si je ne me trompe pas, pour pouvoir faire du dépistage. Pour ce qui nous concerne, l'ALS, on fait des dépistages tous les vendredis après-midi, de 13h à 19h, dans le 7e, au local de l'Arche de Noé. Voilà. Et puis, partenariat avec nous aussi maintenant. En partenariat avec Datiseni maintenant. En partenariat avec Datiseni, c'est vrai que les partenariats, j'en parlais tout à l'heure, mais sont également présents sur les sessions de dépistage, effectivement. Hein, on fait du dépistage aussi avec Datiseni. On fait aussi du dépistage avec la maison du patient. J'ai oublié le ADEC, voilà, l'ADEC. Pour ce qui concerne les dépistages des hépatites, du VHC. Et puis, l'intérêt de ces TROD, pour revenir juste un petit peu sur les TROD, c'est que, en fait, quand on dépiste une personne positive, on fait tout de suite le lien, en fait. C'est-à-dire qu'il est tout de suite orienté, voire accompagné, soit vers une assistante sociale, soit vers un médecin, soit vers l'hôpital. Enfin, voilà. C'est-à-dire que la prise en charge est directe à partir du moment où on fait dépister. C'est-à-dire qu'on va jusque-là, quoi. Voilà, et puis peut-être rappeler l'existence des autotests aussi, depuis maintenant accessible en pharmacie, où chacune peut s'autotester, en sachant que ces autotests et ces TROD, puisqu'il n'y a que les médecins qui peuvent faire des diagnostics, en tout cas poser un diagnostic, il faudra les faire valider avec un test classique par un professionnel de santé. Voilà ce que je peux ajouter. Je ne sais pas si tu voulais que j'évoque autre chose, Raphaël, ou les autres, si j'ai oublié. Parler des actions de dépistage qu'il y avait en ce moment, parce qu'on parle de confinement et est-ce que vous aviez été bloqué en termes d'association ou est-ce que vous continuez à proposer une offre de dépistage? Et je pense que tu y as bien répondu. Oui, non, on a effectivement pu maintenir en tout cas notre permanence le vendredi. On fait du dépistage aussi, je dirais quasiment, on peut faire du dépistage régulièrement à l'association. Il suffit de nous appeler puisqu'on a plusieurs personnes formées à l'association. Par contre, nos actions de dépistage pendant les confinements n'étaient pas autorisées dans les cadres qui ont été fermés. Je vais donner la parole à Claire. Si Valérie, c'était tout bon pour toi? Oui, c'est bon. Merci, Valérie. Bonjour, est-ce que ça marche? C'est tout bon. Ok, super. Excusez-moi pour c'était les dernières minutes. J'étais en accompagnement avec une femme victime de violence, donc c'était un peu compliqué. Moi, je suis infirmière à l'association Cabiria. Je suis arrivée il y a à peu près 5 ans et demi. Donc à Cabiria, on réalise des dépistages. Nous, le principe du dépistage à Cabiria, c'est d'avoir toujours une médiatrice en fait qui correspond
on va dire, à la culture d'origine des personnes, si possible. Hein. Évidemment, on n'y arrive pas toujours, mais globalement, c'est comme ça qu'on fait à l'association, c'est d'essayer d'avoir des gens au maximum qui sont issus des communautés qu'on rencontre. Donc, on travaille auprès des travailleuses du sexe, travailleurs et travailleuses du sexe dans la rue essentiellement, mais aussi sur Internet auprès des garçons, donc des hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Donc, ils proposent du sexe tarifé pour les hommes. Voilà, donc cette action de dépistage, on la propose à travers les rencontres qu'on fait dans la rue auprès des personnes quand on va en maraude. Donc, on y va 3 fois par semaine la nuit et à peu près 3 à 4 fois par semaine l'après-midi. C'est des zones où les personnes travaillent, soit à Perrache, à Gerland, mais aussi tout autour de Lyon, en fait, jusqu'à 60 km, 60-70 km autour de Lyon. C'est des femmes qui travaillent en camionnette pour celles qui travaillent dans les campagnes. Voilà, donc on va à leur rencontre, en fait, on fait des maraudes et on discute avec elles de santé, de prévention, mais aussi de tout un tas de problèmes, parce que la plupart du temps, leur problème principal, comme vous avez beaucoup évoqué ça tous, hein, c'est quand même, particulièrement en ce moment, la précarité et pour elles, la précarité de leur activité. Donc, on essaye toujours de ramener à la santé, mais on n'aborde pas la santé toute seule. On travaille beaucoup sur la globalité des discussions parce que c'est impossible de parler santé à une personne dont ce n'est pas du tout la priorité, malheureusement. Voilà. Et en tout cas, à ce moment-là, quand elle est intéressée ou quand elle-même nous pose la question, parce qu'elles sont très proactives sur la demande de dépistage, les personnes qu'on rencontre, on les amène au dépistage. Alors, soit à l'association sur nos permanences qui ont lieu un jeudi par mois, où on a un médecin du Cégide qui vient à l'association toute l'après-midi pour faire les entretiens. Et puis moi, je fais à nouveau un entretien plus simple et puis je fais les prises de sang. Donc c'est un dépistage complet des VIH, des hépatites, syphilis, des chlamydia, gonocoque. Voilà, donc pour toutes les personnes qu'on reçoit, que ce soit des hommes, des femmes, des personnes transgenres. Soit sinon on leur propose un accompagnement au Cégide, donc surtout de la Croix-Rousse parce qu'on travaille beaucoup avec eux, et sinon aussi on leur propose chez un médecin généraliste si elles ont déjà une carte médicale, puis si c'est pas le cas, on essaye de leur faire avoir une carte médicale pour qu'ils puissent avoir des droits. Voilà. Et puis les autres formes de dépistage qu'on propose, c'est auprès des personnes donc, qui sont très éloignées de Lyon. Alors, cette année c'est compliqué, mais on l'a fait quand même. Et puis ça dépend aussi des personnes avec qui on peut travailler, nos médiatrices. Mais en gros, on essaye de proposer des dépistages avec notre camion, parce qu'on a un camion aménagé pour faire des maraudes. Et donc là, on part pareil avec le matériel. Et c'est à chaque fois toujours un dépistage complet. Donc, c'est pas un dépistage par TROD. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas par l'outil, on fait un dépistage et en fonction de la personne et de l'éventuelle prise de risque, on propose soit prise de sang, soit TROD. Voilà, donc c'est vraiment donc, très important la présence des médiatrices parce qu'en fait, les personnes, je pense, ne viendraient pas aussi facilement au local. Parce que dès qu'on a une nouvelle médiatrice, par exemple, quand on a enfin réussi à garder notre médiatrice hispanophone, elle est enfin en CDI grâce à SIDAction, et aujourd'hui, on a des personnes qui viennent de République dominicaine, qui sont issues de la même communauté qu'elle, mais aussi des personnes de Guinée équatoriale en Afrique qui parlent la même langue, qui parlent espagnol, voilà, et qui se sentent avec une alliée, en fait. Une personne qui les comprend. Et depuis qu'elle est là, voilà, on a beaucoup plus de personnes qui viennent au dépistage, alors que c'est une population qu'on avait beaucoup de mal à toucher, même si on avait quelques hispanophones dans l'équipe. Ça reste juste de l'espagnol parlé par des Français. C'est pas du tout la même chose, en fait, que d'avoir un vrai lien de confiance, une vraie alliée, une personne avec qui on se sent de pouvoir déposer des choses que jamais on déposerait avec quelqu'un dont on pense qu'il comprendra jamais, quoi. Surtout qu'on travaille quand même avec des populations qui sont stigmatisées sur tous les plans, hein. C'est des personnes qui sont stigmatisées par leur activité de travail du sexe, mais aussi parce qu'elles sont éventuellement sans papier, parce qu'elles sont migrantes, parce que voilà, elles sont issues de pays qui sont de toute façon des communautés qui sont largement stigmatisées, parce qu'éventuellement elles ont une maladie, parce que voilà, etc. Alors des personnes transgenres encore plus, enfin, voilà. Elles cumulent vraiment tous les stigmates possibles, quoi.
Donc voilà, donc on fait attention aussi qu'au moment du résultat du dépistage, il y ait la présence à nouveau de personnes. Soit ça peut être moi, par exemple, qu'elles ont vu au moment du dépistage, soit ça peut être la médiatrice. Toujours, on leur demande si elles souhaitent être accompagnées, on leur demande si elles souhaitent qu'on soit présente lors du rendu de résultat. Et 99,999% du temps, elles souhaitent qu'on soit présent. Parce que je pense qu'il y a faire de la médiation de la part des usagères vers l'hôpital, mais il y a aussi faire de la médiation dans l'autre sens. Parfois, il y a un parler médical qui est un petit peu comment dire, professionnel, et elles ont besoin de reprendre des choses. Voilà, et puis la dernière chose que je peux dire, c'est qu'aussi ce dépistage, c'est souvent l'occasion de parler de santé sexuelle en général. Notamment, on avait donc le docteur Fernandez là, qui est beaucoup venu à Cabiria. Là, ça va être moins elle, mais ça a été aussi l'occasion, on s'est rendu compte de parler de prévention du cancer du col, prévention du cancer du sein, mais c'est aussi parler des problématiques autour des fibromes, autour de la grossesse, des IVG, des désirs de grossesse qui n'arrivent pas, des douleurs pendant les règles. Il y a beaucoup de choses dont on peut parler. Et puis on se rend compte aussi qu'il y a une demande de dépistage plus global. Elle nous demande souvent, mais moi j'aimerais faire aussi dépister l'hypertension, le diabète, etc. Voilà, donc comme on amène beaucoup vers la médecine générale, on peut répondre à ces questions par ce biais, mais voilà, on se rend compte que c'est intéressant aussi peut-être d'envisager le dépistage du VIH et des IST à travers peut-être un dépistage plus global. Voilà, j'espère que j'ai un petit peu résumé. Merci Pierre. Il y a une question, donc Cabiria est-elle habilitée à la réalisation de TROD de la part de Christophe Julien? Non, alors c'est une sombre histoire. J'avoue que j'étais pas trop quand ça s'est passé. On a été habilité et puis on a perdu l'habilitation parce qu'en fait on en faisait peu. Clairement, nous, notre positionnement, c'est de pas. Enfin, on se sent pas du tout, et c'est aussi une question qu'on a posée bien sûr au travail du sexe, d'aller faire du trot dans la rue, camionnette, collée aux camionnettes ou filles dans la rue. C'est extrêmement dangereux pour elles parce qu'en fait, il suffit qu'une personne reste plus longtemps. Ça y est, tout le monde imagine que c'est parce qu'il y a un problème. Enfin, ça crée des problématiques assez complexes. Et pour les personnes qui sont donc présentes sur Gerland ou Perrache, on considère que voilà, c'est plus sécure pour elles de les amener vers le dépistage, soit à notre local, soit vers des permanences d'associations, ça peut être AIDS ou n'importe quelle autre association, soit vers les médecins généralistes, soit vers le Cégide, parce qu'il y a une offre de dépistage sur Lyon. Par contre, quand on part en campagne, c'est un peu différent, c'est vrai, parce que pour le coup, comment dire, elles sont très éloignées les unes des autres, donc elles ne peuvent pas voir si on reste longtemps ou pas avec une personne. Et là, on n'a pas vraiment besoin d'habilitation parce que de toute façon, on est avec le médecin du Cégide qui porte cette habilitation, on va dire. C'est un dépistage qui est comme au Cégide, en fait. C'est exactement la même offre qu'au Cégide. Donc, au Cégide, si on proposait un TROD, là, de la même façon, on peut proposer un TROD. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'on redemande, cette habilitation, parce que c'est dommage de ne pas l'avoir et on ne sait jamais quoi. Enfin, il peut y avoir de nouvelles actions, d'autres choses qui pourraient permettre peut-être d'élargir l'offre ou de faire des dépistages plus régulièrement si, par exemple, moi, je ne suis pas au local. Le message est passé. Merci. Il y avait une question sur la fiabilité, des autotests. Valérie, si tu veux. Oui, je n'ai pas précisé effectivement tout à l'heure quand j'en ai parlé. Les autotests, à ma connaissance, peut-être Pierre complétera ou corrigera, ils sont fiables, on va dire, à, je sais pas, 99% dans la mesure où ils sont correctement réalisés, quoi. Déjà, bien entendu. Et en sachant aussi qu'il faut bien respecter, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, le délai de 3 mois entre la prise de risque et le test réalisé. C'est-à-dire que si on a une prise de risque, ça ne sert à rien de faire un autotest, une semaine après, quoi. Voilà, il faut bien respecter ces 3 mois entre la prise de risque et le dépistage.
dépistage, en sachant, comme je le disais, qu'on demande à ce qu'il y ait derrière une confirmation, de toute façon, avec un test plus classique. Et je voudrais appuyer ce que vient de dire Claire, dans le sens où très régulièrement, on nous demande aussi d'autres dépistages, effectivement. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre assez fréquemment, et notamment dépistage du Covid en ce moment, mais bon, en tout cas, pas que. Voilà. Et puis, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure aussi, c'est que, donc comme chaque année, le Conseil national du sida, en fait, à l'occasion du 1er décembre, fait un communiqué de presse. Donc, je vous invite à aller lire. En gros, il demande à ce que les actions de dépistage, mais pas que, du VIH, les actions de soutien, d'accompagnement, de médiation santé, etc., ne soient pas abandonnées. Voilà, que le Covid ne fasse pas abandonner, le Covid ou les futurs ne fassent pas abandonner la lutte contre le sida et le soutien aux associations et le dépistage du VIH, parce que voilà, tout ça n'a pas disparu avec l'arrivée du Covid. Voilà ce que je voulais préciser. Et les autotests, oui, quelqu'un demande si c'est nouveau ou pas. Oui, ça fait, je sais pas, 4, 5 ans que ça existe, chose comme ça. C'est assez récent. Merci. Albert. Oui, pardon. s'il vous plaît. La PrEP, oui, je pensais tout à l'heure à la question des sigles, qu'on précise bien quand on parle de TROD, de langage. Je ne sais pas si quelqu'un on a dit exactement ce que voulait dire la PrEP. Si tu l'as dit, Pierre, excuse-moi, je ne me souviens pas. Donc, prophylaxie pré-exposition. Oh, oui, alors je ne l'ai peut-être pas expliqué parce que c'est prendre un traitement antirétroviral, en l'occurrence du Truvada qui est génériqué aujourd'hui, donc ça coûte bien moins cher, c'est passer de 300 € par mois à 150 € par mois. C'est pris en charge à 100% par la CPAM. C'est prendre un traitement antirétroviral pour éviter d'être contaminé. Ça bloquera tout de suite la réplication virale si un virus passait par là. Et tu peux parler du TPE aussi? Le TPE, donc c'est le traitement post-exposition. Alors cette fois, c'est prendre une trithérapie après avoir été exposé. Et à ce moment-là, c'est plus de médicaments et c'est sur un temps plus long. La PrEP, on peut la prendre à l'occasion du rapport, la veille du rapport, le jour du rapport et le lendemain et le surlendemain, de façon discontinue ou alors de façon continue si on a beaucoup de partenaires. Tandis que le traitement post-exposition, c'est parce qu'on a pris un risque et à ce moment-là, on va dans un service d'urgence ou à l'hôpital, on demande un traitement qu'on va prendre pendant un mois pour se protéger de toute contamination. Et on continue le traitement post-exposition parce qu'il est démontré que quand il est pris dans les 6 heures à 48 heures, il n'y a jamais eu de contamination quand il y a eu un traitement post-exposition. Donc, tant que ça marche, on continue. Ouais. C'est des informations qu'il faut vraiment vulgariser parce que le grand public ne sait pas forcément. Juste par rapport à l'offre de dépistage, c'est vrai que dans les communautés africaines, si on pouvait élargir justement à d'autres maladies, ce serait très bien, comme le fait Kabiria. Hein. Si on rajoute au TROD, VIH, VIH-B, VIH-C, le diabète, voilà. Tout en fait. Et en fait, c'est moins stigmatisant. Je parle par rapport aux migrants en fait. Parce que comme ça, il vient pour le diabète et puis bon, on essaie de ramener vers le VIH. Donc, c'est vraiment important de mettre dans une globalité en fait. Ouais. Et Albertine, je propose de donner la parole à Colette pour pas qu'on prenne trop de retard et puis on reviendra sur. Il y a pas mal de questions et de sujets intéressants. Donc voilà. Colette, à toi la parole. Donc Colette, je viens d'entendre Albertine, tu fais bien le lien parce que ce que tu dis, c'est pratiquement un centre de santé. Et moi, voilà, et ce qui peut exister associatif, mais moi, le lien, ce que je veux dire ce soir, c'est en fait la création d'un centre de santé sexuelle à caractère communautaire. Et c'est la naissance sur Lyon d'un centre expérimental. Alors, si je vous refais l'historique, vous savez qu'il y avait eu un travail qui, au départ, avait démarré dans les années
2012, je crois, avec les professionnels de santé de l'hôpital Édouard Herriot. Et ensuite, il y a eu tout un travail avec les associations de Lyon. Alors, ce qu'on vient de voir quand je vous écoute toutes et tous, c'est que le paysage lyonnais est très, très riche par ces associations. Et le travail qui a été réalisé a permis de monter tout d'abord le premier centre qui était le centre de santé et sexualité de Lyon, 5 rue du Griffon, avec une inauguration en 2016, donc c'est assez récent. Et puis tous ensemble, en 2019, donc je vais dire les associations parce que franchement, ça a été un joli travail, on va dire communautaire ou de mixité de communauté, je ne sais pas. Donc en premier, tout bien, tout honneur, c'est l'ALS, je vais essayer de les dire par ordre alphabétique et pas en oublier. Ensuite, on a eu l'ALSM qui est l'Association lyonnaise de santé mentale, l'ASM qui est de la santé migrant, le collectif lesbien, la personne représentée par Andrea qui est un grand pilier. Ensuite, Datiseni, la Maison du Bonheur avec notre Albertine bien connue. L'ENIPS, qui est l'équipe nationale d'intervention et de prévention. Le Jardin d'été, je crois, qui a un petit peu disparu là en fin d'année. Le Keep Smiling, qui est une association de support, et nous, Virage Santé. Et nous avons travaillé tous ensemble à répondre à un appel à projet qui a été appelé AMI, qui était notre meilleur ami pendant environ 6 semaines maximum. On a été dans les starting blocks et avons travaillé avec grande puissance et efficacité, j'ose espérer, mais enfin on y croyait. Et on a répondu dans les temps mi-juin, je crois le 18 ou le 19 juin. Et le 5 juillet, nous avons été sélectionnés à Lyon avec 3 autres centres qui sont le Kiosque Paris, qui est une antenne de Cégide, le Spot Marseille, qui est un Cégide, et le Spot Nouveau, qui est un Spot Occitanie, qui n'existait pas. Pardon. Au départ, nous avions une richesse, c'est qu'on avait donc organisé un joli maillage associatif sur Lyon. Puis dans le temps, vous verrez que là, on a quelques difficultés, mais toujours est-il que notre projet a abouti. Donc, on a été sélectionné pendant 18 mois suite à la crise sanitaire, les difficultés, etc. Nous avons travaillé tous ensemble, donc ces 4 sélectionnés sur Lyon, délégués par nos amis tous associatifs, donc Jean-Michel Librezet, que vous connaissez bien, Laurent Cotte pendant un certain temps, et moi-même. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire et qui m'en excuse, c'est que dans le travail aussi préparatoire, on avait une belle participation des HCL, puisque ce sont nos partenaires, à la fois par la direction de la stratégie, le XAPA de la Croix-Rousse et le Cégide d'Édouard Herriot. Et toutes ces associations et ces partenaires ont permis de mettre en place des offres dans notre petit centre très modeste, mais quand même dynamique, qui travaillait tous les soirs, 6 jours sur 7, de 18h à 21h, 5 rue du Griffon. Depuis le 27 novembre, arrêté ministériel, passage au journal officiel le 29 novembre, et le centre de santé et sexuelle de Lyon, appelé le Griffon, ça c'est pour notre présidente du Corévi bien-aimée, mais même si je l'appellerai toujours C2S, mais le Griffon, a vu sa réalisation. C'est un centre expérimental qui va permettre derrière, si nous travaillons bien, si nous montrons son efficacité et son meilleur rapport qualité-prix, de modéliser et de créer d'autres centres dans d'autres villes de France, puisqu'ont été choisis pour l'instant des lieux qui étaient les plus représentatifs à la fois du besoin et des demandes et de réalisation. Donc, ce centre, qu'apporte-t-il? On va dire le qui, quoi, comment. Donc, notre centre, pour l'instant, ça c'est le négatif et je le passe vite. Nous avons appris ce week-end que nous n'aurons jamais notre local place Croix-Paquet. Donc, les larmes de sang sont en train de couler de mes yeux. Mais on garde espoir et je visite Oui, Céline, mais merci. Et nous visitons après-demain, enfin je visite, je ne me parle pas à la troisième personne, après-demain, jeudi, un local beaucoup plus modeste, mais qui est Place du Griffon. Entre nous, c'était le lieu où je voulais être, mais je ne dis rien parce que j'en ai tellement cru à la place Croix-Paquet que je n'ose rien dire. Il est plus petit et ce qui nous obligerait, si jamais ça marche, mais je mets des si,
à peut-être avoir un autre plateau pour faire nos centres de consultation. Je vais vous parler un petit peu du détail de ce que va être ce centre. Donc, à l'instant, ce soir, j'en suis fort Marie, c'est un centre virtuel. Il faut savoir que pour les 3 autres centres, qui ont, à part, comment ça s'appelle, Montpellier, qui partait de rien, mais qui est en train de développer, qui a un local et qui est en train de travailler sur l'ossature de ce centre, les autres centres sont dans un développement de l'offre déjà existante. Donc, ils n'ont pas les problèmes de base que nous avons, ce qui nous fragilise, mais je pense que ça sera tenu compte. Donc, qu'est-ce que nous apportons de plus? Déjà, on est complémentaire, a priori, de ce qui est existant. Ça part sur une étude de l'existant où il y avait des difficultés d'accessibilité des personnes pour aller dans l'existant, soit parce que c'était trop hospitalier, soit trop une connotation médicale, peu importe. Il y avait aussi une grande liste d'attente dans les centres existants tels que les Cégides. Et donc, ce centre de santé et de sexualité a été créé et va être étudié pour pallier à ces difficultés. Il doit répondre aux demandes et besoins de la communauté LGBT. Il doit apporter un accompagnement de médiation et de médiateurs pairs. Et nous allons proposer des offres diversifiées. Alors que ce soit les offres que l'on proposait avant, telles ce dont a parlé Valérie, Albertine et Pierre, c'est-à-dire les tests rapides d'orientation diagnostique, les autotests, le counseling, etc. Mais il va apporter un plus si tout se met en place et on a les possibilités, c'est-à-dire on pourra mettre en place la PrEP, les TPE, et il va apporter un énorme travail sur le versant IST, ce qui s'appelle Test and Treat, ce qui veut dire dépister et traiter tout simplement. C'est-à-dire que sur place, on va offrir la possibilité d'une biologie délocalisée avec un rendu des machines spécifiques et un rendu des résultats IST chlamydia-gono dans les 90 minutes. Ça, c'est un énorme plus. Ce qui permettrait, je mets tout au conditionnel parce qu'on verra l'évaluation de tout ça, c'est de diminuer d'une manière significative le nombre de perdus de vue. De plus, donc une accessibilité, pourquoi on a tant de difficultés à trouver un local? C'est parce qu'on tient depuis le départ à rester dans un quartier défini. Lyon est spécifique, enfin, ce n'est pas Paris, c'est tout à fait très modeste par rapport à Paris, mais il y a un quartier gay, très structuré et très défini, donc que vous connaissez tous, où il y a le centre LGBT et beaucoup d'associations tout autour de cette association pour le VIH, pour lutter contre le VIH autour de ce quartier. D'où l'importance de rester dans ce quartier, mais les difficultés que ça nous engendre. Parce que si j'allais on nous a proposé Rieux, ou que je n'habite pas loin, donc ce n'est pas un problème pour moi, mais ça aurait été plus difficile pour faire venir notre public et notre public cible. L'ouverture, on va normalement ouvrir 7 jours sur 7 avec des plages horaires qui seront décalées avec une plus grande amplitude horaire que nous avions dans le centre 5 rue du Griffon et toujours décalées vers le début de soirée. Et puis, un versant que l'on avait mis d'une manière quand même plutôt réduite au 5 rue du Griffon, toute une prise en charge et un accompagnement à la santé sexuelle. C'est-à-dire que pour que la sexualité soit prise dans sa globalité, que ça ne soit pas segmentarisé avec, comme c'était un petit peu avant, c'est-à-dire d'abord difficulté de trouver des sexologues et puis segmentarisé en fonction de la pathologie. Et sur ce centre, normalement, nous aurons des vacations de gynéco, dermato, procto, ça va être difficile à trouver, mais on y croit. Et puis, toujours un accompagnement psychologique, présence aussi d'assistants ou d'assistantes sociales. Voilà ce que j'espère, ce qui sera la plus-value de ce centre et qui aura un grand intérêt. Donc, ce qu'il nous reste à faire maintenant, vous voyez que c'est très, très simple. Alors, il faut savoir que les 3 autres centres, ils ne vont pas ouvrir demain matin, même si on a l'arrêté ministériel depuis 2 jours. Chacun va structurer, élaborer, engager. Moi, j'aimerais trouver un directeur, des médecins, etc.
Donc, on peut dire qu'au printemps, ce que j'espère, c'est qu'on aura une autre réunion au printemps ou qu'on fera une inauguration, qu'on boira. Alors ça, j'aimerais répondre à ta requête, Albertine, qu'on boira tous ensemble. Alors ça, j'adore ça, vous le savez. Le nombre de géants qu'on a fait dans le jardin pour emménager, déménager, etc. de l'ancien centre. Et j'espère bien qu'on pourra faire ça et qu'on réalisera donc au mieux les demandes à la fois du ministère, de la Caisse nationale d'assurance maladie, parce qu'évidemment derrière, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, puis ça va nous rendre trop triste, il y a une budgétisation. Donc à la fois, on aura un forfait, donc il faut réaliser un certain nombre de passages, et puis on a des frais fixes, évidemment, où il faudra que l'on puisse les réaliser. Voilà, donc j'espère que ça va tourner comme sur des roulettes, pas tout de suite, mais bientôt, et que ce centre va apporter et va participer justement à cette lutte contre le VIH. Il est fait pour aller chercher ces 25 000, alors on n'en fera pas 25 000 sur Lyon, mais ces VIH, ces personnes qui ne connaissent pas encore à ce jour leur état sérologique. Voilà, je vous remercie. Merci. Je vais enchaîner avec la campagne Intercorévie et donc les actions de dépistage que je vais citer rapidement. Donc, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, on a décidé de lancer une campagne commune avec les 3 corévies de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc le corévie Auvergne-Loire, le corévie Arc-Alpin et le corévie Lyon-Vallée-du-Rhône. Il y a eu tout un tas d'outils de communication qui ont été créés et notamment une campagne radio déjà sur l'ensemble de la région avec un gros plan média et plus de 500 spots diffusés. L'objectif de cette campagne, c'est de rappeler que voilà, même en ces temps où on pense beaucoup, et à juste raison, au Covid, il faut aussi penser à soi et à sa santé sexuelle. Donc, le message est assez simple et plutôt percutant. C'est VIH, IST, hépatite, pensez-y aussi. Le but, voilà, c'est vraiment d'encourager au dépistage en cette fin d'année. Donc, le site internet www.inter-corevie.com ou www.mondépistage.com, les deux amènent sur le même site, recense toutes les actions de dépistage sur l'ensemble de la région et notamment celles qu'on évoquait tout à l'heure, les actions faites par ENIPS Virage Santé et en partenariat du coup avec la ville dans les arrondissements, dans dans des salles de mairie dans tous les arrondissements de Lyon. Toutes les dates, je ne les ai pas en tête, mais elles sont donc sur le site, inter-corevie.com et je vous invite vraiment à les partager et à les voir pour diffuser l'information. Voilà, je pense que pour moi c'est bon parce que est 19h15 et il y a des questions. Donc déjà merci à tous et à toutes de toutes ces informations. Je passe aux questions, on va dire, plus faciles à répondre. Pierre, c'est pour toi, si tu veux enclencher ton micro. Une question sur indétectable, intransmissible. Le délai de 6 mois pour le virus indétectable est-il seulement un principe de précaution? Je dirais que oui. Je dirais que oui. En même temps, je ne veux pas me faire l'avocat du diable non plus. Et du coup, comme il y a des recommandations, je pense qu'il faut essayer de les respecter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on va prendre un traitement antirétroviral, ça va bloquer la réplication virale. Donc, au bout de quelques jours, déjà, il y a une multiplication qui ne se fait plus. Et du coup, les défenses immunitaires ne remontent pas tout de suite, mais en tout cas, la transmission elle est de plus en plus faible avec les jours qui passent. Donc, effectivement, le premier jour, on élimine 99% de la réplication, etc., etc. Donc, vous imaginez bien, vous partez d'1 milliard de réplications par jour, vous diminuez tous les jours de 99%, rapidement, ça va descendre. Mais donc, quand même, il y a des recommandations, il faut essayer de les respecter. Parle-t-on toujours de vaccins dans la recherche pour vaincre le virus ou compte-t-on seulement sur l'objectif 95%, 90-95, sous traitement pour limiter au maximum sa transmission et le faire disparaître?
Alors ça, c'est très étonnant. On peut se poser la question. En 30 ans de VIH, il n'y a pas eu de vaccin. En 1 an de Covid, il y a 20 vaccins. Cherche l'erreur, où est-ce qu'on met l'investissement? Alors, ce qu'il faut dire, déjà, je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que sur le Corée-Lyon, la vallée du Rhône, il y a quasiment 99% des séropositifs qui sont traités et presque 95% de ces personnes traitées sont indétectables. Donc, du coup, on est quasiment dans l'objectif ONU-SIDA 95, 95, 95. La question de main, j'ai loupé. C'était qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. Est-ce qu'on parle encore de vaccin? Alors, le vaccin, ben non, la question, oui. Je pense que l'épidémie de Covid va faire qu'on va en reparler. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il va y avoir de nouvelles PrEP, des PrEP injectables, des PrEP injectables avec des injections 2 fois par an. Donc ça aussi, ça va changer la PrEP puisque une personne va pouvoir être protégée quand elle prend des risques sur une période de 6 mois avec une seule injection de traitement antirétroviral. Donc ça, c'est à la fois extraordinaire et en même temps, je ne sais pas si ça va favoriser le vaccin. C'est expérimental, bien, c'est déjà… Ça fonctionne et ça sera disponible, je pense, à la mi-2021. Donc, dans 6 mois. Enfin, ce qu'il faut voir, c'est que le Covid a retardé aussi des traitements injectables, des traitements antirétroviraux injectables tous les mois ou tous les 2 mois qui vont sortir, mais ils sont retardés par cette épidémie de Covid. Oui. Yes. Quelqu'un voulait… Non, j'ai cru voir. OK. Non, c'est pas juste. Non. Donc, c'est juste une question de budget. Si on ne trouve pas de vaccin contre le VIH aujourd'hui. Parce qu'au début, enfin, les chercheurs disaient que c'est un virus qui mute beaucoup. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à le maîtriser, à trouver un vaccin. Mais donc, aujourd'hui, finalement, c'est un problème de budget, si j'ai bien compris. Dans ce cas, il faudrait qu'on fasse des collectes, alors, pour ça. Non? Je ne sais pas si on peut te répondre, Albertine. J'ai compris. Non, mais je pense que ça va redonner des idées. Je pense que c'est un virus à ARN, comme le coronavirus, c'est sûr que c'est pas du tout le même type de virus, mais quand même, il a aussi des régions qui sont stables et pas toutes variables. Et je pense qu'un jour, ça sera peut-être possible. Mais pour l'instant, je pense que c'est vrai qu'il faut se donner d'autres moyens. Mais c'est pas le même virus, hein, loin de là. Pardon, je suis en train de lire. C'est compliqué de faire tout en même temps. J'ai une question du coup pour plutôt orienter, enfin même orienter vers les associations. Vers quelle association, infrastructure sur Lyon se tourner si on souhaite s'investir pour faire de la prévention, sensibilisation, notamment auprès de jeunes? Y a-t-il des prérogatives spécifiques à avoir pour ce type d'action, pour s'investir dans cette action si nous ne sommes pas du milieu médical, je pense. Valérie. Oui, prévention jeune. Oui, oui, je dirais que les prérequis, c'est d'être formé, que ce soit en direction des jeunes ou n'importe quel public. Et le premier requis, ça serait d'être formé. Le mieux, c'est que ces personnes prennent contact avec l'ALS et puis on en discutera, voilà, parce qu'effectivement, bien sûr, il y a quelques bénévoles qui travaillent avec nous sur nos programmes de prévention et qui font relais aussi, donc il n'y a pas de souci. On forme des relais communautaires aussi dans les différentes populations qu'on cible, donc oui, que la personne prenne contact avec moi, LS, vous trouverez les coordonnées sur Internet, on a un site, ça vous permettra déjà d'aller voir ce qu'on fait. Et oui, bien sûr qu'elle prenne contact et puis on en discutera de vive voix. On va peut-être pas faire ça maintenant. Le message est passé, spectateur anonyme. Peut-on aborder le suivi de l'accès à la PrEP et même du TPE pour personnes sans droit ouvert, ouvrables à la sécurité sociale?
Oui, est-ce que je peux me permettre? Juste, nous, c'est un problème qu'on rencontre régulièrement et qui a été complètement exacerbé là, pendant l'épidémie de Covid. On a beaucoup de personnes qui sont intéressées par la PrEP, notamment les femmes dominicaines ou guinéennes dont je vous parlais, mais qui ont une vie particulière puisqu'elles vivent à la fois en Espagne et à la fois en France. Donc, on se retrouve avec des gens qui sont quand même souvent présents sur le territoire français, mais qui sont pas forcément on ne peut pas forcément ouvrir des droits facilement à la sécurité sociale pour ces personnes. Pour autant, elles sont en demande en fait quand on leur explique voilà, à quoi sert la PrEP, comment ça marche. Et on se retrouve avec des personnes avec qui on ne peut pas faire accéder malheureusement à ce système de prévention qui pourrait être super efficace, mais pour le coup qu'elles demandent. Et parfois, on rencontre la même chose avec le TPE. Nous, on travaille énormément sur l'accès au TPE, puisqu'on a une ligne d'urgence qu'on peut appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on a eu beaucoup de demandes, notamment au début de l'épidémie de Covid, pour des personnes qui ont eu des ruptures de préservatifs et qui étaient inquiètes. Et donc, quand elles ont des droits ouverts, ça ne pose pas de problème. Quand elles ont des droits ouvrables, ça commence à être compliqué. Et quand elles n'ont pas de droit du tout, alors là, c'est un vrai souci, notamment pour des gens qui auraient déjà des droits en Espagne, notamment, puisqu'on a parfois des refus de prise en charge en disant bah non, elles n'ont qu'à le payer, elles ont une carte en Espagne, elles n'ont qu'à avancer les frais, elles se feront rembourser. C'est très bien que c'est impossible, et puis ce pas des gens qui peuvent sortir 800 €, 400 € comme ça. Voilà, enfin, c'était juste, je ne sais pas, on ne pourra pas répondre ce soir, mais je ne sais pas si d'autres associations ont le même problème. Mais en tout cas, voilà, nous, on s'est retrouvés avec ces problématiques-là. Je trouve que c'est dommage. Et la dernière chose qu'on a eu comme problème aussi, c'est des gens qui ont été en rupture de traitement, trithérapie, pendant l'épidémie de Covid parce que Oui, à demain. Au revoir. elles avaient un traitement en Espagne et ce traitement, elles le prennent très bien, il n'y a pas de souci, mais sauf qu'une fois qu'elles ont été coincées en France et qu'elles étaient confinées dans leur camionnette, elles ne pouvaient plus repartir chez elles. Et là, on s'est retrouvés à essayer de les dépanner à droite, à gauche, et je ne vous dirai pas comment on a fait, mais en gros, il y a certaines personnes qui se sont retrouvées complètement en rupture de traitement. Voilà, je voulais juste témoigner de ça parce que c'est une chose voilà, d'avoir plein d'arsenal de lutte contre le VIH, mais c'en est une autre quand on se retrouve face à des personnes qui, malheureusement, sont sans droit ni titre, quoi. Oui, on a les mêmes difficultés avec les gens avec des AME qui n'ont pas été renouvelés pendant la période de Covid et qui avaient des antirétroviraux. Et donc, c'est vrai qu'après, on se dépanne par les boîtes qui sont données par les patients qui changent de traitement, etc. Mais c'est vrai que c'est du bricolage. Alors après, en France, quand même, on arrive à avoir des droits assez rapidement. Alors, c'est vrai que pour les personnes qui sont sur 2 pays, c'est plus compliqué. Il faut qu'elles choisissent vraiment un pays et qu'elles s'arrangent. Moi, j'ai des patients qui sont sur des pays étrangers, notamment l'Italie. L'Italie fournit quand même le traitement pour plusieurs mois. Mais donc, ils se débrouillent avec leur traitement italien, par exemple. Alors, je ne sais pas l'Espagne, mais l'Italie le fait, en tout cas. Oui. Mais l'Italie est plus généreuse que la France pour ça. Oui, bah là, c'est vrai que c'est aussi par rapport à l'épidémie de Covid que c'est exacerbé, hein. Mais si on pouvait au moins les dépanner au tout début, quand elles ont cette demande, je trouve que c'est intéressant de se dire, ben, moi, ça m'intéresse la PrEP, ça peut peut-être me protéger en plus du préservatif, si pour X raison, parce que malheureusement, on sait aussi qu'à cause de la précarité, il y a une diminution de l'utilisation du préservatif dans le travail du sexe. C'est terrible à dire, mais malheureusement, c'est comme ça. Donc voilà, je trouve que ce serait chouette si on pouvait trouver une solution au moins pour dépanner au début. Je fais une remarque pour la PrEP pour les femmes. La PrEP pour les femmes doit être prise tous les jours, hein, de façon continue. C'est pas, hein, je le précise parce que parfois c'est important de le préciser. C'est pas. C'est plus 21 jours alors, finalement? Non. Non, on parlait de la PrEP. La PrEP chez la femme, il faut la prendre tous les jours. Tous les jours. Ce n'est pas une prise discontinue. Il faut qu'il y ait plus de traitement antirétroviral un peu qui pénètre dans tous les sites. Oui. Je disais qu'on avait un petit peu dépassé le temps, mais ce n'est pas très, très grave. Est-ce que vous aviez des choses à ajouter? Est-ce que vous vouliez rééchanger sur certains points
Juste à attirer l'attention des spectateurs que Sylvie Van der Schild de SIDA Info Service, qui est parmi nous, redonne le numéro de SIDA Info Service pour les orientations TPE, puis pas que, dépistage, PrEP, etc. Et Covid aussi. C'est bien aussi qu'on le sache que SIDA Info Service, excuse-moi Sylvie, je parle à ta place, mais ils ont une ligne écoute Covid, SIDA Info Service. Hein, donc on peut aussi orienter les gens pour le Covid vers SIDA Info Service. Il y avait une question par rapport au CPEF. Moi, j'en ai pas parlé, mais pour moi, ce sont des partenaires. Et c'est vrai qu'ils ont une énorme action en prévention. Elle nous a mis, Véronique, prévention, écoute et accompagnement. Et c'est vrai que j'avoue je ne vais pas aborder parce que ça fait partie, nous, des orientations du centre, mais ils ont une place extrêmement importante, particulièrement sur la population jeune, les femmes, etc. Donc, c'est vrai qu'on ne l'a pas signalé. Avec les conseillers, conseillères conjugaux, il y a même CPEF qui travaillent dans la transidentité, tout. Donc, ils ont une place de plus en plus, précise et importante. Je crois qu'il y a une question là pour l'accès PrEP par les passes. Pierre, tu peux dire quelque chose? Non, enfin, je ne sais pas, il y a une question. J'ai du mal à désactiver le micro, je crois pas que ce soit possible, mais je pense à ma connaissance, non, mais bon. Alors, il y a beaucoup de gens qui se dépannent, et il y a du dépannage entre soi, mais ce n'est pas la solution. Je pense que quand même, les gens en France, globalement, arrivent à avoir des droits au bout de 3 mois pour les étrangers. Et je pense que là, il y a eu quand même un débordement. Je pense qu'il y a beaucoup d'insatisfaction parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des ruptures de soins à cause de droits sociaux qui ont été suspendus par le Covid, entre guillemets. C'est-à-dire que tous les droits, c'est tout retardé. Il y a un problème, c'est plus administratif qu'autre chose. Je pense qu'il n'y a pas de volonté particulière, c'est juste que les droits ne sont pas activés. Mais par la passe, ça ne passe pas bien, non, la PrEP. Je pense qu'ils en ont fait quelques-unes, mais je pense qu'ils font le traitement antirétroviral, ça c'est sûr, pour une personne séropositive. La PrEP, je ne crois pas. Pour la PrEP, pour les médecins généralistes, j'avais répondu que c'était au Conseil d'État de décider. Enfin, c'est remonté par… c'est compliqué. Du coup, il y a une autre question qui a été reposée, j'ai dû la louper. Où en est-on de la prescription de la PrEP par les médecins généralistes? Oui, on vient de répondre. Non, mais juste, non, pour l'instant, c'est qu'un renouvellement. Il faut à tout prix une ordonnance hospitalière 1 fois par an. Et c'est au Conseil d'État, la question a été posée parce que c'est remonté, parce que ça devrait être possible, mais il y a des freins hospitaliers, entre guillemets. Et de toute façon, par exemple, le centre de santé, qui sera bientôt mis en place, il faudra à tout prix qu'il mette en place après. Sinon, ça n'aura pas de sens. On avait, par l'intermédiaire du XAPA, rue du Griffon, on avait des permanences PrEP. Donc, c'est prévu. D'accord? Est-ce qu'il commencerait demain? La PrEP en ville, selon elle. Bien, très bien. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose? Je vais proposer, là je vais vous écrire dans le chat, si vous avez encore des questions ou quelqu'un que je ne vois pas ou que j'aurais loupé souhaite mis en relation avec quelqu'un, je vous laisse mon adresse mail et vous m'écrivez directement pour soit continuer les échanges ou avoir des renseignements sur une des associations qui a été présentée ou sur autre chose. Oui, Valérie, dis-moi. Oui, juste préciser que la petite info qu'on donnait tout à l'heure sur l'autotest, sur le délai de 3 mois de distance à partir d'une prise de risque, c'est pareil pour les TROD aussi. Hein. Je ne l'ai pas précisé parce que là, l'autotest, la personne décide un peu, c'est elle qui décide de le faire, quoi, mais c'est valable aussi pour… Geneviève avait fait la notification. Oui, c'est pour ça que je repassais un peu en revue tout ce qui avait été posé comme question ou dit, mais voilà, si tout le monde ne lit pas, au moins comme ça, c'est dit. Et moi, je ne peux pas envoyer mon message. Bon, en tout cas,
Je ne comprends pas pourquoi. Bon, c'était la première fois qu'on faisait un webinaire comme ça. C'est pas toujours évident de suivre les questions, les intervenants. Je suis désolé si certains ont été frustrés de ne pas pouvoir activer leur caméra ou d'interagir en direct avec les intervenants. Faites vos commentaires, appelez-moi, n'hésitez pas et on verra comment faire pour les prochaines fois. Je peux te dire, Raphaël, il faut te rassurer. Moi, j'ai participé à plusieurs tables rondes LGBTQ, c'est comme ça. Il y avait 100 spectateurs et on était 4 à être dans la télé. Donc, pas de problème, tout va bien. Dans la télé. Plusieurs modérateurs au pas. Merci à toutes et à tous. Bravo, hein. Merci d'avoir organisé ça en 48 heures. Bravo. Hein. Merci beaucoup. Merci, Madame de Laurence. Merci, Raphaël. Merci, Madame de Laurence. Merci et à beaucoup. bientôt. Merci à Raphaël qui a animé ça avec une main de maître, simplicité, efficacité. C'était, voilà, pour moi, c'était très intéressant. J'espère que les spectateurs ont aussi apprécié et trouvé de l'intérêt et des réponses. En tout cas, merci beaucoup pour cette animation. Merci. Et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.